Istanbul, la capitale culturelle de la Turquie, fascine. La ville attire les amoureux. On y célèbre plus de 450 mariages par jour. Un lieu fait particulièrement rêver toutes les jeunes filles et leurs mamans, le Shirahan Palace, ancienne résidence des sultans ottomans. Ce soir, 2 familles d'entrepreneurs unissent leurs enfants. 2000 personnes ont répondu à l'invitation. Un mariage à l'occidental, avec un budget hors norme, 450 000 €. Pendant ce temps, en coulisses, Tuana vérifie que tout est en place dans la salle du banquet. Organisatrice d'événements à la mode, elle met en scène les mariages comme s'il s'agissait de pièces de théâtre. Ce mariage est célébré dans un palace. Chacun doit respecter ce lieu magnifique. Mais avant tout, il faut en capter l'atmosphère. Cette cérémonie doit ressembler au rêve d'une nuit d'été, avec une décoration romantique, des tons doux, des parfums de rose et beaucoup de cristal. Aujourd'hui en Turquie, on peut voir des mariages noirs. Il y en a énormément. Tout noir avec des touches de couleurs flashy, fuchsia ou rouge vif. D'autres, au contraire, ne veulent que des mariages fluorescents. J'ai toujours rêvé de cette cérémonie et c'est comme cela que je l'imaginais. Mes rêves se sont réalisés. Je suis heureuse. Grue, car régie, équipe de caméramans, un dispositif digne d'une chaîne de télévision immortalise l'événement. La fête se terminera à l'aube, arrosée aux alcools forts, parmi lesquels la vodka. Sur les rives du Bosphore, à la croisée de l'Europe et de l'Asie, Istanbul est la capitale de la démesure. Avec une population estimée à 15 millions d'habitants, la ville attire pour son dynamisme et sa vitalité. Les différences sociales sont très marquées. Le salaire minimum est de 400 € par mois. Et pourtant, Istanbul est la 4e ville qui rassemble plus de milliardaires au monde. Certains rêvent d'y faire fortune, comme Stéphane, un Français, patron d'une agence de pub. Le pays va faire un plus 10% cette année. Donc ça fait rêver un peu la France. Combien la France est 1,5 ça va être cette année? La nuit, Stéphane se transforme en clubbeur dans une ville qui ne dort jamais. Istanbul, c'est aussi la cité de tous les paradoxes. Chaque matin, les écoliers commencent leur journée par un étrange rituel. Ce poème est dédié à Atatürk, premier président de la Turquie. Il impose la laïcité dès 1923. Les hommes sont forcés ici de se raser la moustache et d'abandonner le fez, le couvre-chef traditionnel. Les femmes, elles, doivent enlever le voile. Mais aujourd'hui, dans ce pays, l'islam revient en force. Hanifé et Djihad, jeunes couples riches et éduqués, prônent un islam radical. Ils sont prêts à risquer leur vie pour leurs idéaux. Je préfère qu'il parte en martyr et dans l'honneur puisque son temps est compté. Istanbul est une ville de paradoxes, mais aussi de tolérance. Deniz est une musulmane pratiquante. Star transsexuelle, elle est l'héroïne d'un show satirique qui dénonce les travers de la société turque. Mehmet, mon mari chéri, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu es couvert de sang. Mais il va très bien, votre mari, madame. Le soir, elle règne sur les nuits du cabaret le plus extravagant du pays. Les couleurs, la lumière, les bijoux, tout ça, c'est magnifique. Istanbul fascine et ensorcelle. Comment parvient-elle à préserver son équilibre entre excès et rigueur?
Français de souche, stambouliote de cœur, Stéphane Vincent a installé son agence de pub dans un immeuble de 3 étages avec jardin, piscine et vue sur le Bosphore. Vous voyez effectivement un bout de Bosphore entre les arbres et puis le premier pont si on se penche un peu. Là, on a une terrasse avec une piscine. On s'en sert pas mal pendant l'été, tant que les gens, après 6 heures, se baignent. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc pour l'ambiance et puis effectivement pour la motivation, ça marche plutôt bien. Stéphane a travaillé un peu partout dans le monde. Il y a 5 ans, séduit par la vitalité de la Turquie, il crée son agence de pub. Il a eu raison. Aujourd'hui, sa société est parmi les 10 premières du pays. Il emploie 25 salariés. Ce qui est bien en Turquie, c'est que les gens aiment les entrepreneurs, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils poussent les gens à monter quelque chose et ils ne sont jamais en phase de jalousie, quoi. Côté business, dans le milieu de la pub, tout se passe à Istanbul. Stéphane a décroché un marché important, la promotion d'une chaîne prestigieuse d'hôtels turcs. Premier jour de casting. Vous venez d'où? D'Ukraine. Le corps n'est pas... Ça va vraiment bien. Merci, c'est bon. C'est OK. La campagne doit toucher les touristes millionnaires bling-bling des républiques turcophones, comme le Kyrgyzstan ou encore l'Ouzbékistan. Briefing avec le photographe et son assistante. J'aime cette idée de ton doré autour du modèle. On doit transmettre l'idée du luxe parce que la cible du groupe aime tout ce qui brille. Les agences de pub internationales sont toutes présentes à Istanbul. Stéphane sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur et en plus, il doit prendre certaines précautions. On ne doit pas traiter trop fortement de la sexualité, ça c'est clair. Un homme et une femme qui s'embrassent? C'est difficile, par exemple, en publicité. Dans les films, on y vient en ce moment, mais c'est assez difficile. Ce qui est assez drôle, effectivement, dans le paradoxe, c'est qu'en publicité, on a des choses qui sont assez limitées. En revanche, vous regardez effectivement un magazine féminin ou un magazine de gossip ou de commérage, comme on a en France, qui existe fortement en Turquie. Et, par exemple, il montre des seins, par exemple, dans ce magazine-là. Donc, effectivement, ce qui tient un peu du reportage est plus accepté, entre guillemets, que la publicité. Mettre en scène, effectivement, la nudité est interdite. Mis à part ces contraintes, le marché de la pub est très porteur. On peut faire fortune ici. Au niveau travail, ça bouge énormément. Donc, au niveau économique on va faire un plus 10, je pense, plus 10%. Le pays va faire un plus 10% cette année. Donc ça fait rêver un peu la France. Combien la France est 1,5 ça va être cette année? Non, 0,7% ça va être. Donc on va faire plus 10. Stéphane est tombé amoureux du pays. Il a même épousé une Turque. Irem a 25 ans. Le couple a une petite fille de 2 ans et demi et a adopté les coutumes locales. La vitalité économique se retrouve partout à Istanbul. Au marché, par exemple, pas de saut-métier. Pour 2 €, on peut avoir un porteur. Je voudrais 1 kilo de piment vert. Vous voulez qu'il vous aide? Il a besoin de travailler, il n'a pas eu de clients aujourd'hui. Nous avons déjà un porteur. Ah bon, d'accord. Voiturier, livreur 24 heures sur 24, coiffeur à domicile. À Istanbul, tout est fait pour vous faciliter la vie. La multitude de petits boulots en fait la ville des services. C'est le pays assez rêvé pour le service, ça c'est clair. Oui. Et puis ça fait partie du système, c'est pas un truc qui a été forcé ou rajouté ou pour créer de l'emploi. C'est pas pour avoir un revenu supplémentaire, mais c'est pour le service. Par exemple, vos enfants et l'école. Tous les matins, vous devez accompagner vos enfants et puis le soir les rechercher. Ici, il y a un service de ramassage scolaire. Ils viennent chercher votre enfant à la maison, confiez votre enfant dès qu'il a 2 ans et puis ils le ramènent le soir. Pas besoin de vous déplacer tout le temps. Les entrepreneurs d'Istanbul ne manquent pas d'idées. Un grand bijoutier a réussi à booster son chiffre d'affaires grâce à une opération commerciale inédite en Turquie. Ce bijoutier, c'est Altan Bey. Tous les jours, il se rend au Grand Bazar, un marché couvert de 4300 boutiques, le plus étendu et le plus ancien au monde. Il date de 1455.
Altan Bey a ses ateliers de fabrication dans le Grand Bazar. Depuis un mois, tout Istanbul s'arrache ses bijoux, en particulier cet énorme émeraude serti de diamants, un joyau qui vaut la bagatelle de 25 000 €. Si cette bague a autant de succès, c'est qu'elle est portée par la comédienne d'un feuilleton télé, dont tout le pays raffole. Ce feuilleton raconte la vie de Soliman le Magnifique, le sultan qui a porté l'Empire ottoman à son apogée. Grand guerrier, Soliman est décrit comme un bon vivant et amateur de femmes. À ses heures perdues, il fabriquait des bijoux dont la fameuse bague émeraude, destinée à sa favorite. Ce feuilleton est un vrai succès. Oui, bien sûr. Regardez, le deuxième épisode, ils ont fait 78% de part de marché. C'est très important. Ça représente presque 78% de ventes en plus pour nous. La série passe tous les mercredis. Après la diffusion de cet épisode, les demandes pour la bague ont commencé à affluer. On a eu aussi énormément de demandes pour décliner la bague en collier et en boucle d'oreille. Le feuilleton rassemble 4 téléspectateurs sur 5. 78% de part de marché, très exactement. Un rêve pour les publicitaires. Et ils se battent tous pour être présents dans la série. En Turquie, il y a même des pubs sur les images du programme. Exemple, ce fast-food vantant des boulettes de viande. Mais l'émeraude de la favorite n'est pas le seul joyau qu'Altan Bey prête pour le feuilleton télé. Tous les jours, il sélectionne lui-même les nombreuses parures qui seront portées par les vedettes de la série. Vous savez, rien que ce collier vaut, je dirais, 150 000 $. Il y a 110 carats de diamants. Le reste, bracelet, boucle d'oreille, compte 150 carats. Et ça vaut 160 000 $. Quels bijoux seront portés par les comédiens aujourd'hui? Sûrement cet ensemble. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. D'accord. Et celui-là? Oui. Les joyaux sélectionnés sont soigneusement emballés et calés dans une banale valise de voyage. Vous voyez, ça ne pèse pas lourd, hein? Vraiment pas. Mais il y en a pour environ 1 100 000 $. 1 100 000 $ transportés matin et soir dans une voiture blindée. La série télé est tournée dans le palais de Topkapi, l'ancienne résidence des sultans transformée en musée. Il faut finir le trajet à pied. Les derniers mètres sont les plus exposés. Inquiet, Altan Bey tient à accompagner le précieux chargement jusqu'aux portes du plateau. Les bijoux sont assurés, mais les gardes du corps ont pour consigne de ne jamais les quitter des yeux. Je m'arrête ici, je laisse mon équipe rejoindre la production. C'est leur routine. Je ne vais jamais sur le tournage, je regarde la série sur Internet ou à la télé. Altan Bey ne rate jamais un épisode. Il vérifie que ses joyaux sont bien mis en valeur. Depuis sa première diffusion, la série cartonne. Mais elle n'aurait sans doute pas eu autant de succès sans le concours involontaire des traditionalistes. Il y a eu des polémiques à propos des relations que Soliman entretenait avec les femmes du harem. Des polémiques sur le temps qu'il passait au harem et puis dans le feuilleton, on le voit boire dans des coupes en argent. Certains ont tout de suite pensé qu'il s'agissait de boissons alcoolisées. Cette polémique vous a porté préjudice? Nous, on était très contents. Ça nous a fait de la pub. Pendant un moment, la Turquie n'a parlé que de cette série. Les frasques sentimentales du sultan ne passent pas auprès de certains milieux conservateurs. Et ils le font savoir. 75 000 lettres de réclamation, suivies de manifestations en tenue ottomane. En tête des opposants, un petit parti islamo-nationaliste, le Parti de la Félicité. La commission des femmes de ce parti est particulièrement virulente.
Nous avons commencé à protester avant même la diffusion de la série. Les journalistes essaient toujours de nous pousser à donner des réponses qui leur conviennent, comme si notre seul problème était les séquences sexuelles. Bien sûr, ces séquences nous inquiètent, mais ce n'est pas la seule chose qui nous inquiète. Pour nous, il s'agit d'impérialisme culturel. Les réalisateurs ont fait de Soliman un objet de commerce. Ils l'ont utilisé pour se faire connaître au mépris de la vérité historique. Vous direz aussi à la journaliste qu'en tant que membre du Parti de la Félicité, en signe de protestation, nous ne regardons pas ce feuilleton les mercredis et en plus, nous croyons que les parts de marché sont fausses. Pour ces femmes, Soliman le Magnifique représente une icône. Et on ne touche pas au fondement de la culture et de la religion turque. S'agit-il d'intolérance religieuse ou de nationalisme exacerbé? On n'entre que pour la prière. S'il vous plaît, pas de touristes. 99% des Stambouliotes sont musulmans. La Turquie est laïque, mais depuis l'arrivée au pouvoir en 2002 de l'AKP, parti islamo-conservateur, les religieux grappillent peu à peu du pouvoir et s'affichent sans complexe. La nouvelle génération d'islamistes est souvent riche et éduquée. Hanifeh a rencontré son mari Djihad à l'université. Merci beaucoup. Que Dieu te le rende. En licence d'histoire, elle militait pour le port du voile. Djihad étudiait le droit et luttait pour plus d'islam dans la vie quotidienne. Ce combat les a rapprochés. Un couple traditionnel, presque banal. Ce que vous avez filmé, ça donne une image de nous comme s'il était un homme d'affaires très occupé et que j'étais à son service. Ce n'est pas comme ça habituellement? Oui, presque, mais bon, pas à ce point-là quand même. Il vous aide au quotidien? Oui, il m'aide. Et surtout, il s'occupe des enfants. Il passe l'aspirateur? Non, de toute façon, en Turquie, les hommes ne participent pas vraiment aux tâches ménagères. En fait, c'est pas dans notre culture. Chez Hanifeh et Djihad, Dieu est omniprésent. Leurs deux fils de 6 et 10 ans apprennent le Coran par cœur, et si le couple semble militer en douceur, leur détermination est inébranlable. C'est clair, la religion doit venir à bout de la laïcité. En 2010, Djihad a 38 ans. Et cet islamiste déterminé a enfin l'occasion de prouver sa foi et son engagement envers Dieu. Ça, c'est une amie malaisienne. On était sur le pont supérieur. C'est là que les Israéliens ont attaqué. Djihad était à bord du Mavi Marmara. Ce bateau parti d'Istanbul en mai 2010 a tenté de briser le blocus israélien sur Gaza. Il a fait la une de la presse internationale. Provocation, solidarité avec le peuple palestinien, aucune réponse n'a été apportée quant aux réels objectifs de cette expédition navale. Nous avons retrouvé des images de propagande racontant ce périple. À bas Israël, vive notre combat pour la Palestine. Quoi qu'il arrive, les gagnants seront les musulmans et le peuple opprimé de Gaza. Le perdant, ce sera l'État terroriste et oppresseur d'Israël. Une musique lyrique, un voyage présenté comme une épopée, d'un côté les militants valeureux, de l'autre les traîtres. Imaginez-vous dans le noir de la nuit, l'imam priait, ils nous ont attaqués à ce moment-là, on était sans défense. L'armée israélienne donne l'assaut à 4 h du matin. Sur le Mavi Marmara, la riposte s'organise. Les passagers se défendent, armés de barres de fer et de lance-pierres. Bilan de l'affrontement, 9 militants pro-palestiniens tombent sous les balles israéliennes, sans compter les blessés de part et d'autre. Lui, c'est un soldat israélien. Et ça, c'est moi. Moi aussi, je me tiens la tête, j'ai reçu un coup. J'ai mal, la blessure saigne. Djihad a prouvé sa foi et son engagement.
Hanifé, son épouse, est prête aussi à aller jusqu'au bout. Si mon mari tombe en martyr, la vie sera très difficile, bien sûr. Mais s'il y a encore une expédition comme celle-là, je ne l'empêcherai pas d'y aller. Nous croyons vraiment que nos respirations sont comptées et Dieu seul en connaît le chiffre. En fait, on ne peut ni en enlever, ni en rajouter. Alors au lieu qu'il mène une vie tranquille, indifférent aux problèmes des autres et qu'il meure dans son lit, je préfère de loin qu'il parte en martyr et dans l'honneur, puisque de toute façon, son temps est compté. Direction un des quartiers de bureaux d'Istanbul. Djihad est un avocat, c'est aussi un homme d'affaires avisé. Il dirige le 3e plus gros cabinet de la Turquie et s'est spécialisé dans le recouvrement de créances. T'es sûr, vous allez régler votre facture? Vous avez nos coordonnées bancaires? Ok, payez bien mardi, nous serons le 21 du mois. Au total, vous devez 100 €. Même au sein de son entreprise, Djihad n'oublie jamais ses convictions religieuses. Pour ses 110 employés, il a carrément installé un salon de prière. On ne peut pas y aller. Des collègues femmes sont en prière. Le rideau est fermé. Mais dans ces bureaux, on croise aussi des femmes non voilées. Djihad tient à donner de son cabinet une image de tolérance et d'ouverture d'esprit. Quand il recrute, cependant, il privilégie les jeunes qui partagent ses convictions. J'ai rencontré ces jeunes dans des manifestations. J'essaie d'embaucher des activistes. Je leur donne du travail, mais aussi je leur promets d'aménager leurs horaires pour consacrer du temps aux activités militantes. Vous savez, le plus grand souci des activistes, c'est le manque d'argent. Hanifé et Djihad sont des piliers de l'IHH, l'organisation à l'origine du coup d'éclat du Mavi Marmara. Sous couvert d'action humanitaire, l'IHH n'a en réalité qu'un objectif, promouvoir l'islam. À Istanbul, l'organisation a pignon sur rue. Chaque jour, des dons affluent pour financer ses combats dans le monde entier. On a reçu de l'argent pour le Pakistan, pour la Palestine. On travaille dans 120 pays. On envoie de l'argent dans tous les continents. Je peux dire qu'en moyenne, concrètement, à cette table, je prends les dons de 500 personnes par jour. Impossible d'avoir des chiffres plus précis ou de rencontrer un responsable financier. Sur Internet, l'organisation publie son bilan 2009 et annonce 40 millions d'euros de dons. Un chiffre qui, selon l'IHH, serait supérieur à celui de Médecins du Monde. L'organisation IHH et ses militants sont très actifs. Leur méthode est efficace et bien rodée. Ne jamais baisser les bras et, sur la durée, imposer le retour de la religion dans la vie civile. L'un de leurs combats, le port du voile. Dans ce pays laïque, cette cause est source de division. Depuis quelques années, en effet, on croise de plus en plus de femmes portant le voile islamique à Istanbul. L'exemple le plus retentissant est celui d'Emin Erdogan, la femme du Premier ministre, qui arbore fièrement le sien, même dans les rencontres internationales. C'est Ramadan. Hanifé n'a rien mangé ni bu depuis le lever du jour. Avec l'arrivée de la nuit, elle peut enfin dîner. Dans ce quartier conservateur d'Istanbul, tous ceux qui font Ramadan pique-niquent et fraternisent dans la rue. Ils ne sont pas tous intégristes. Hanifé fait la connaissance d'une famille de tailleurs. Seule parmi les 4 filles, la cadette ne porte pas le voile. L'air de rien, Hanifé va tout de même tenter de la convaincre. J'ai fait une fac d'histoire, puis j'ai enseigné dans une prépa pendant 3 ans. Et puis ensuite, en fait, j'ai dû arrêter. Vous n'enseignez plus l'histoire? Non, malheureusement, à cause du foulard, j'ai dû arrêter. J'espère que ce problème sera résolu, ce serait mieux pour tout le monde. Peu à peu, cette interdiction disparaît des universités. Ça reste un problème à la fac.
On peut m'empêcher de faire des études. C'est pour ça que je ne veux pas me prendre la tête. Et puis, si on n'est pas convaincu, à quoi ça sert de se voiler? Si j'étais convaincue, je le ferais. Mais je n'en sais rien. J'espère qu'un jour, on aura toute cette certitude. Mais pour l'instant, je n'en sais vraiment rien. De toute façon, c'est entre toi et Allah. Mais porter le voile, c'est vraiment bien. Le message est clair. Hanifé ne rate pas une occasion d'exprimer son engagement. Avec insistance, mais sans violence. C'est la manière de faire des islamistes en Turquie. À Istanbul, chacun vit sa religion comme il l'entend. La preuve, certaines femmes ont réussi à s'imposer dans des domaines autrefois chasse-gardés des hommes. À quelques encablures du Bosphore, le quartier de Sarıyer. Derrière ces façades banales, se cachent quelques-unes des plus belles demeures d'Istanbul. La villa Rose Saumon, c'est celle de Zeynep Fadilioglu, la cinquantaine, exemple frappant de la réussite économique des femmes en Turquie. C'est la maison où je suis née. Elle a été dessinée par un membre de la famille Balian, les architectes qui ont réalisé tous les palais ottomans depuis le XVIIIe siècle. Les grands-parents de Zeynep ont fait fortune dans l'industrie de la soie et du coton. Ils lui ont légué un véritable trésor. C'est une pièce d'art seldjouk. Les Seldjouks turcs du XIIe et XIIIe siècle. Toutes ces antiquités sont listées par le musée archéologique et le musée d'art islamique. Ma collection est répertoriée chez eux. Ils vérifient de temps en temps que j'en prends soin. Tu me donnes mon sac? Merci. Zeynep dispose d'un nombreux personnel de maison, gouvernante, femme de ménage, chauffeur. C'était l'idée de ma fille de m'offrir cette voiture. Je ne pourrai plus revenir à un 4x4 normal. Dans celle-ci, je peux étirer mes jambes, me reposer. Zeynep est architecte d'intérieur. Sa notoriété dépasse les frontières car elle est la première femme de l'histoire de l'islam à avoir décoré une mosquée. Une véritable révolution. Il s'agit de la mosquée Sakirin, sur la rive asiatique d'Istanbul. Ce lieu de prière a été financé par un mécène turco-saoudien. Il a confié le chantier à Zeynep pour sa renommée. Elle a remporté le prix de la meilleure décoratrice turque en 2005. Zeynep a eu carte blanche et en a profité pour bousculer les traditions. D'habitude, dans les lieux de prière, les femmes sont reléguées loin du regard des hommes. Ici, leur espace est visible et lumineux. Là-haut, c'est la section des femmes. En principe, elles se sentent mieux de prier à part. C'est la tradition qui veut ça. Ce n'est pas dans le Coran. À l'époque du prophète, les femmes priaient à ses côtés. Les fondamentalistes, quels qu'ils soient, me dérangent énormément. Et malheureusement, ces gens sont souvent illettrés et peu cultivés. Il y en a beaucoup dans l'islam. Ils interprètent mal le Coran, s'imposent des règles, mais ils ne peuvent en aucun cas me dicter ma conduite. Rendez-vous à Dolapdere, quartier populaire et fief des menuisiers et des ébénistes. Zeynep travaille pour la Jet Set, nostalgique des splendeurs de l'Empire ottoman. Étoffes anciennes, meubles redorés à la feuille d'or, reviennent à la mode. Il faut patiner plus ses pieds. Ils sont trop dorés, trop clinquants à mon goût.
Qu'est-ce que vous faites? Je vérifie tous les détails. Il n'y a jamais d'erreur, mais je préfère vérifier. Ces meubles partiront à New Delhi, dans la résidence d'une famille indienne. Une villa de 1500 mètres carrés que Zeynep et son équipe vont entièrement décorer. Nous sommes naturellement liés à l'Ouest, tout autant qu'à l'Est. Mais il y a plus d'opportunités à l'Est actuellement. Pourquoi ne pas les découvrir? Dans les 10 prochaines années, je crois que l'Europe se languira de la Turquie et voudra nous intégrer. Parce que nos jeunes, ceux qui ont moins de 25 ans, ceux qui consomment, représentent un marché de 40 millions qu'on ne peut ignorer. Très nationalistes, les Turcs vivent mal le rejet européen. À leur tour, ils ont décidé de snober l'Union et se tournent maintenant vers les marchés de l'Inde et ceux des républiques turcophones en pleine expansion. De nouveaux marchés où l'argent coule à flot. Nous retrouvons Stéphane et son équipe. Les hôtels dont ils préparent la campagne veulent justement attirer les millionnaires de ces républiques turcophones. Antalya, sur la côte sud du pays, l'équivalent de notre Riviera. Ici, les Stambouliotes fortunés viennent en vacances. Cet hôtel est l'un des 5 plus beaux complexes balnéaires au monde. 40 hectares de plages et de jardins, si étendus qu'on n'y croise jamais personne. Anonymat et discrétion plaisent aux millionnaires. Stéphane repère les décors possibles pour les photos de la campagne de pub. D'abord 3 rues parisiennes entièrement reconstituées. C'est exotique pour les Turcs, pas assez clinquant pour Stéphane. Le publicitaire demande alors à visiter les résidences des milliardaires. Des villas dans une enceinte à l'abri des regards, où tous les caprices sont permis. Là, on rentre dans une villa maintenant. Mais on peut tout demander ici? Ouais, tout. Un exemple? Si vous voulez remplir votre piscine de fraises, c'est possible aussi. Ça a été demandé? Ça a été demandé, oui. Et ça a été réalisé? Ça a été réalisé. Dans la nuit, ils ont vidé sa piscine, ils l'ont remplie de fraises. C'était pour qui? Un Kazakh. Un milliardaire kazakh. Et ce jeune homme, en partant, a laissé un pourboire à la réception de 150 000 $ en cash. On rentre dans une villa privée maintenant. Alors là, c'est une villa dans l'hôtel, c'est voilà. Ça? Donc avec une sécurité totale, c'est-à-dire que personne ne peut rentrer ici. Le milliardaire kazakh n'est pas là en ce moment. Ça tombe bien, Stéphane a l'autorisation de visiter, encadré par le service de sécurité. Ce sont le service d'ordre. Hein. En tout, 400 mètres carrés luxueusement meublés. Des salles de bain en marbre avec des robinets en or, 22 carats, piscine intérieure et extérieure. Le Kazakh loue à l'année. Il vient 3-4 fois par an et il la paye, je crois, 30 000 € la journée. Quoi. Pied à terre, on appelle ça. L'endroit plaît à Stéphane. Il demande à son équipe une photo test. Ce n'était pas prévu. Il faut faire vite car le milliardaire kazakh débarque toujours sans prévenir. Et le service d'ordre est sur les nerfs. Un quart d'heure plus tard, tout est prêt. Suite du shooting, il est 15 h. L'équipe est à pied d'œuvre depuis 6 h du matin, sans interruption, et personne ne se plaint. Là on est à 95% proche de la photo finale. Là. Des journées de 15 h avec le sourire et sans réclamer d'heures sup, les Turcs sont décidément très bosseurs. C'est super. Ok, Adi. Istanbul est une ville de business qui se projette dans l'avenir, mais n'oublie pas son passé. Sur la rive européenne, Istiklal, l'avenue de l'indépendance, le cœur d'Istanbul. 2 millions de personnes se croisent quotidiennement dans cette artère commerçante piétonne. Ici, on est libre et on s'exprime ouvertement. Comme à la fin de chaque semaine, rassemblement des familles du samedi. On les appelle comme cela simplement parce qu'elles manifestent tous les samedis. Ces familles brandissent la photo d'un proche, enfant, mari, enlevé et disparu il y a une vingtaine d'années, au plus fort de la guerre entre Turcs
est le mouvement séparatiste kurde, le PKK. Depuis le début des années 80, cette organisation armée se bat pour la reconnaissance et l'indépendance de la partie kurde de la Turquie. Très violent, il y a encore 10 ans, le mouvement est moins actif aujourd'hui. Hanem ne rate aucun sit-in. Elle porte le deuil de son mari, Fehmi Tosun, disparu il y a 15 ans. Comme toutes ses familles, elle voudrait savoir ce qui s'est réellement passé. Mon mari a été enlevé devant moi, ses 3 enfants et 6 témoins. Des hommes l'ont embarqué si rapidement que ses pieds traînaient encore à l'extérieur quand la voiture a démarré. Personne n'a rien pu faire. Pour moi, ce jour-là, le monde s'est arrêté. Cette guerre a fait plus de 40 000 morts et mis le pays à feu et à sang. Aujourd'hui encore, la question kurde reste un sujet très sensible. L'émotion est telle qu'une maman s'effondre. Le problème des familles du samedi a touché une star internationale. En 1997, Bono, le chanteur du groupe U2, tombe par hasard sur ce rassemblement. Très ému, il décide de soutenir ce combat. Or ce soir, il sera en concert à Istanbul. Leman, une militante des droits de l'homme et pilier de la cause kurde, espère que la star va les aider. Dans la rue, Bono nous a vus manifester et il a retenu le nom de Fehmi Tosun. Dans un de ses albums, il demande à ses fans de ne pas oublier Fehmi. Bono a été invité plusieurs fois pour donner un concert en Turquie. Il a toujours refusé à cause des violations des droits de l'homme. Et puis là, il vient, enfin. C'est pour ça qu'avec Hanem, la femme de Fehmi Tosun, nous allons au concert essayer de le rencontrer. Avec un peu de chance, on va y arriver. Vous connaissez Bono? Non, pas du tout. Jamais entendu sa musique. Si vous le rencontrez, qu'est-ce que vous allez lui dire? Ce que j'ai à lui dire, je voudrais juste le prendre dans mes bras pour le remercier. Hanem part au concert avec sa famille. Leman doit la rejoindre sur place. Mais très vite, ça se complique. Les embouteillages se succèdent. C'est une plaie à Istanbul. 2 heures et 4 km plus tard, sur la route du stade où Bono donne son concert, le trafic est complètement bloqué. Des jeunes ne voulant rien rater du spectacle finissent le trajet à pied sur l'autoroute. Enfin, le stade. Leman est tendue. Perdue dans une foule de 45 000 personnes, elle ne retrouve plus Hanem, la femme de Fehmi Tosun, et ne sait pas comment atteindre Bono. Le concert commence. Bono, le chanteur, rend hommage à la ville qui l'accueille. It's a beautiful bridge. And it's a bridge not just from Europe to Asia, not just from the religious to the secular, but from the past into the future, from where Europe has been to where Europe needs to go. Dans le stade, c'est le délire. Bono a su toucher le cœur des Stambouliotes. 2 heures plus tard, Leman, au milieu de la foule, commence à perdre espoir. Bono ne parlera pas ce soir des familles du samedi. Tout ça pour rien. Et tout d'un coup, le groupe attaque une chanson en hommage aux mères des disparus. Next song, dedicate to the memory of Fehmi Tosun. His family are with us tonight. So, you would allow us to sing this tune for Fehmi Tosun. In the wind we hear their laughter. In the rain we see their tears, hear their heartbeat. Hear their heartbeat. À la fin du concert, Leman retrouve enfin Hanem, l'épouse de Fehmi Tosun.
C'était très bien, mais nous aussi, nous sommes arrivés en retard à cause de la circulation. Et on s'est vu à peine 2 minutes, vraiment 2 minutes, parce que Bono était attendu sur scène. Même si elle n'a pas rencontré Bono, Lehman est ravie. L'essentiel est que leur cause, celle des disparus, ait été évoquée. Istanbul est la ville la plus ouverte de la Turquie. Résultat, elle sert de refuge aux minorités rejetées ailleurs. Les transsexuels, par exemple. Il y en a énormément. Dans cette ville qui hésite entre liberté et censure, elles fascinent et deviennent même des stars. Denise est une trans qui a réussi. Tout le pays la connaît grâce à un show télé. Elle prend toujours beaucoup de plaisir à se revoir. La famille de Monsieur Mehmet, la famille de Monsieur Mehmet, c'est moi. Comment va mon Mehmet? Je ne sais pas, demandez-lui vous-même. Mehmet, mon mari chéri, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Tu es couvert de sang. C'est une émission de sketch qui dure 1h30. Plutôt politique, l'État est mis en cause. C'est de l'humour noir. Par exemple, celui-là, c'est un sketch où je porte le voile. C'est une parodie des imams. Chez nous, les hommes stériles vont chez l'imam. Ensuite, l'imam s'occupe de leur femme et miracle, 9 mois après, le couple a un enfant. C'était pas évident pour une transsexuelle de durer dans un show. Quand tu passes à la télé, on te respecte beaucoup plus. Il y a 2 périodes dans ma vie. Une période avant télé et une période après télé. Dans ce feuilleton et dans plus de 3000 sketchs, Denise caricature la société turque. Elle égratigne aussi la religion, ses imposteurs et ses fanatiques. Mais Denise est croyante et pratiquante. Un paradoxe à l'image d'Istanbul. La prière m'apaise, vraiment. Ça me fait beaucoup de bien. Je prie ici, chez moi. C'est parce que je suis attachée aux traditions. Je ne sais pas si j'ai le droit de prier ou pas. Et si je peux prier, je ne sais pas trop ce que je dois faire. Dieu m'a créé homme. J'ai modifié sa création. Je suis devenue femme. Alors est-ce que je dois prier en tant qu'homme, en tant que femme? La seule chose dont je sois sûre, c'est que lorsque je prie, mon âme est en contact avec Dieu. Alors finalement, je prie en tant que femme, parce que j'ai un corps de femme maintenant. Si c'est bon ou mauvais, si c'est péché ou pas, c'est lui qui décidera. Denise part travailler. La star a signé un engagement dans un cabaret. Bye bye Monica, bye bye. Dès que la nuit tombe, sur Istiklal, la rue piétonne, les décibels montent d'un cran. Les Stambouliotes aiment la fête. Les boutiques restent ouvertes très tard. Les restaurants, les bars ne ferment jamais. On peut se nourrir sur le pouce ou prendre un bateau pour aller danser dans une boîte chiquissime, en plein air, sous les voûtes du pont du Bosphore. Zeynep Fadilioglu, l'architecte, retrouve son mari dans un des lieux les plus branchés de la ville, un restaurant avec une vue féerique sur le détroit. Tu pars bientôt en Inde? Oui, ensuite j'enchaîne avec le Qatar. Tu te rends compte? Je suis tout le temps en Orient et Extrême-Orient. À part la Hollande, tous mes contrats sont par là-bas. À l'ouest, faire du business, c'est très difficile. Impossible. À l'ouest, les gens sont blasés. Ils paraissent fatigués. Nous ouvrons de nouveaux marchés. Et ça, c'est excitant. Je pense qu'on trouve toujours l'énergie d'avancer. On est incapable de se poser. On n'en a jamais assez. On est toujours en mouvement.
On a connu des hauts et des bas dans ce pays. On a appris à s'adapter. Ça nous oblige à rester jeunes et pleins d'énergie. 2 heures du matin, les Stambouliotes n'ont toujours pas sommeil. À cette heure-ci, l'endroit où il faut être, celui dont tout le monde parle, c'est celui où Denis, la transsexuelle, travaille. Un cabaret unique en Turquie, les Folies Bergères, version gay et drag queen. Visite avec Burak, le patron. Chaque table est décorée différemment. La table la plus populaire est celle de la princesse nymphomane et des 7 nains en rut. La princesse est nue au lit avec ses nains. La déco joue sur la provocation et les allusions sexy. Les toilettes des hommes, par exemple. En coulisses, Denise est bientôt prête. Vêtue d'un simple négligé, elle entre en scène. Les couleurs, la lumière, les bijoux, tout ça, c'est magnifique. Des strass et des paillettes. Avant le show, Denise accueille les clients, même ceux que l'on ne s'attend pas à voir ici. Cette femme voilée est un peu gênée. La transe la met à l'aise. Il a fait l'armée où? La ville de Batman, bien. Ça vous plaît ici? Tout va bien, merci. C'est votre fils? Non, c'est le sien. Il vous ressemble. Merci, merci bien. Amusez-vous bien. On se reverra tout à l'heure. Le père missionnaire a de la chance. Sa maman a déboursé 100 € par personne. Malgré le prix, c'est plein tous les soirs. Le concept de ce lieu décalé et audacieux pour le pays attire tous les milieux sociaux. Stéphane Vincent, le publicitaire, et sa femme retrouvent des amis turcs. Cet homme me veut, je n'y peux rien. C'est vrai ce que tu dis. Début du spectacle, ça commence comme une revue parisienne, puis les drag queens prennent le pouvoir. Denis, en blonde, est sur scène à droite. Après les drag queens, voici le retour du traditionnel. Des clientes montent sur scène pour fêter un enterrement de vie de jeune fille. Tout le cabaret Bon Enfant célèbre l'événement et se partage de manière symbolique une pincée de henné. C'est le... Arrête! Tina! C'est quoi? C'est la fin de la vie de célibataire des femmes. Elle se marie généralement le lendemain sur le lendemain. Ça vous rappelle des souvenirs? Oui, parce qu'elle l'a fait ici, elle. Mais moi, je n'étais pas là. C'est bien parce que c'est un mélange des genres, quoi. Il y a vraiment, on ne peut pas imaginer ça à Istanbul, vraiment, quoi. À 200 mètres de là, il y a un endroit qui sera très traditionnel, mais on pousse à fois les limites un peu plus loin, quoi. C'est ça qui est important. Mais de l'autre côté, ils poussent les limites un peu plus loin dans l'autre sens aussi. En ce moment, tout va bien. Personne ne provoque personne, chacun fait comme il veut. Et voilà, nous vivons comme ça, aussi libres que possible. Il n'y a pas de clash ni de bagarre parce que les frontières sont bien définies, pour le moment. À Istanbul, la mégalopole turque, les cultures se côtoient et réussissent à cohabiter sans violence. Pour l'instant, la ville réussit à préserver un équilibre fragile. Question, jusqu'à quand ?